Bonjour Patrick Artus. Bonjour. Vous êtes chef économiste de Natixis, professeur associé à Paris School of Economics et vous publiez « Discipliner la finance ». Alors quand on est un économiste de banque, pourquoi est-ce qu'on publie « Discipliner la finance » ? Bon, d'abord parce que finance n'égale pas banque. Et dans le débat public français, il me semble qu'assez souvent, on confond les banques et la finance. Les banques, c'est qu'un tout petit morceau de la finance. La finance mondiale, c'est 400 000 milliards de dollars, c'est 5 années du PIB du monde presque. Les banques, c'est un quart de la finance. Donc quand on parle de finance, on ne parle pas de banque. Ensuite, c'est quoi la finance ? Ce n'est pas particulièrement une institution. La finance, c'est ce qui transforme de l'épargne en financement de l'économie. Et donc la réflexion qu'il faut avoir, c'est est-ce que nous transformons bien l'épargne en financement de l'économie ? Bien, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'épargne est utilisée pour financer des projets intelligents. Et ça veut dire que la façon de faire ne crée pas des risques systémiques qui déclenchent des crises. En gros, voilà ce qu'on a envie de faire. Et on peut malheureusement constater qu'aucun de ces deux objectifs n'est rempli aujourd'hui, puisque d'une part, l'Organisation mondiale de la circulation de l'épargne est très inefficace, je vais peut-être y revenir, donc l'épargne ne finance pas les bons investissements, en tout cas pas les meilleurs investissements, et d'autre part, on fabrique des crises de la finance tout le temps. Donc on a une finance qui ne marche pas. C'est pour ça qu'il faut la discipliner. Voilà, il faut la discipliner. Alors vous dites depuis 1990, c'est-à-dire en gros depuis la dérégulation de la finance, eh bien justement l'allocation de l'épargne n'est pas efficace. C'est quand même un constat d'échec incroyable pour ce modèle financier dérégulé. Oui, alors quand on regarde à quoi a servi l'épargne du monde ou de l'OCDE, parce que c'est assez semblable depuis 20 ans, 30 ans même maintenant, pardon, une partie croissante est allée financer les déficits publics. Mais ce ne sont pas des déficits publics qui sont liés à des investissements publics. Ce sont des déficits publics qui viennent des dépenses courantes de l'État. Donc accumuler de la dette pour financer le déficit des systèmes de retraite, ce n'est pas formidable. On n'a pas financé d'éducation, des infrastructures, c'est vraiment des dépenses courantes. Au niveau mondial. Au niveau mondial, et dans les pays de l'OCDE aussi. Ensuite, on a énormément financé le logement. Et là, il faut être prudent. Aujourd'hui, on a comme une tentation un peu trop forte à dire que l'investissement en logement est inefficace. Ça dépend. Il y a 2 millions de Français mal logés. Donc quand on construit des logements pour ces Français, c'est un capital efficace. Malheureusement, en tout cas jusqu'à la crise de 2008, on a financé, pas le volume des logements, mais on a financé le prix des logements. Et la bulle immobilière. Donc l'épargne canalisée vers le logement a fait monter les prix des logements et pas tellement monter le volume de construction. Depuis 10 ans, ça va mieux. Aujourd'hui, en France, les prix de l'immobilier ne montent pas beaucoup. Sauf à Paris, dans les très grandes villes. Grossièrement, ils sont à peu près plats et on finance du volume quand même. Mais voilà. Et on finance, en réalité, la finance finance très peu des investissements efficaces. C'est un tout petit bout du financement. Productif. Et là-dessus, arrive la question du fonctionnement du système monétaire international, où on voit que les capitaux, structurellement, partent des pays pauvres et vont vers les États-Unis. Puisque les États-Unis, ayant la monnaie dominante, sont capables d'attirer vers le dollar les capitaux mondiaux, y compris l'épargne des pays les plus pauvres, les pays émergents, et ceci pour financer des déficits publics qui sont aussi assez inefficaces en général aux États-Unis. Et en tout cas, normalement, on s'attendrait à ce que l'épargne aille des pays riches vers les pays pauvres, parce que le rendement du capital est normalement beaucoup plus élevé dans les pays pauvres. Or, c'est dans l'autre sens. Donc, résumons tout ça. L'épargne n'a pas beaucoup financé le capital le plus efficace. Elle a financé les dépenses courantes des États et des logements, mais assez souvent le prix et pas le volume de ces logements. Et en plus, on a déplacé l'épargne des pays pauvres vers les pays riches, qui est exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Donc on a un gros problème de fonctionnement de la finance. Et justement, vous dites que cette épargne qui fait des va-et-vient dans les pays pauvres les déstabilise énormément. Oui. Que donc la circulation, vous remettez en question la circulation des capitaux. Alors ça, c'est un deuxième sujet. C'est-à-dire qu'il y a le sujet chronique qui est que les pays pauvres envoient leur épargne dans les pays riches. Et s'ajoute à ça l'instabilité de l'investissement dans les pays pauvres. Puisque depuis le milieu des années 90, avec la crise du Mexique et de l'Amérique latine, on ne se rend peut-être plus compte qu'il y a une crise des émergents tous les 3 ans depuis les années 90. Et on est aujourd'hui, en 2019, dans une crise de l'Argentine, de l'Afrique du Sud, de la Turquie, etc. Et qu'est-ce qui se passe ? Les investisseurs des pays riches, tout d'un coup, ont envie d'avoir des rendements plus élevés dans les pays émergents. Puis ils s'inquiètent soit du contexte géopolitique, soit de la croissance mondiale. Ils enlèvent l'argent.
Et puis ils le remettent et puis ils l'enlèvent. Et ça provoque une énorme déstabilisation des taux de change des pays émergents qui déstabilisent leur taux d'intérêt et complètement leur processus d'investissement et de croissance. La variabilité des taux de change des pays émergents est totalement insupportable et elle est liée à ces allers-retours des capitaux. Donc évidemment, on voit la finance, c'est d'abord remettre ça en question. Oui, il faut. Donc, si on voulait vraiment discipliner la finance mondiale, qu'est-ce qu'on ferait ? On la dirigerait beaucoup plus vers les investissements les plus productifs. Mais par exemple, ceci pose aussi le problème de la Chine. La Chine ne laisse pas sortir son épargne, puisqu'il y a des contrôles des capitaux. Donc toute l'épargne des Chinois, qui est énorme, finance des investissements en Chine. Et évidemment, une partie très importante de ces investissements sont inefficaces. Il vaudrait beaucoup mieux que les Chinois laissent leur épargne partir dans le reste du monde, mais ils ne le font pas. Donc deuxièmement, il faudrait que ce soit ce que j'appelle discipliner les États-Unis, c'est-à-dire que les États-Unis arrêtent de financer leur croissance en volant l'épargne des pays pauvres, ce qui est quand même très choquant. Et troisièmement, il faudrait réduire la variabilité des capitaux pour arrêter de déstabiliser les économies des émergents par ces capitaux volatiles. Et vous voyez, on n'a pas du tout parlé des banques, parce que d'abord le problème est sans doute réglé par toutes les régulations bancaires. Et on peut même se dire que peut-être on en a trop fait, puisque les banques aujourd'hui ont un poids décroissant dans la finance. On le disait au début, on est en train de contracter les banques avec des règles qui leur rendent difficile de se développer. On aime mieux les petites banques. On dit quand elles sont grandes, elles sont too big to fail. Systémique, et du coup, on pousse la finance vers le reste, toute la finance non bancaire, ce qui n'est pas forcément une bonne idée et qui crée aussi des problèmes d'instabilité très graves qui n'ont pas été autant regardés que les problèmes d'instabilité bancaire. Et alors dans cet univers-là, finalement, il reste quand même une finance donc hors banque qui est énorme. Vous dites, par exemple, les produits dérivés, c'est 800% du PIB mondial. On a une sorte de préférence pour la liquidité, des instruments comme les ETF. Ça, c'est très déstabilisant. Et finalement, on ne peut pas exclure que de nouvelles crises vont arriver. C'est quasi impossible, même si on mettait en place ces régulations dont vous parlez. Oui, il y a plein de dangers. Alors, c'est difficile de savoir quels sont les dangers très pertinents et quels sont des dangers un peu secondaires. Je suis assez inquiet, quelque chose que vous mentionniez à l'instant, du fait que dans la finance aujourd'hui, il y a une demande de liquidité des épargnants. Donc vous-même, vous aimez bien pouvoir récupérer votre épargne. Vous n'avez pas envie qu'on vous gèle votre épargne pour plusieurs années. Mais de l'autre côté, cette épargne est investie en actifs illiquides. Que ce soit un financement d'entreprise, un financement d'infrastructure. Les énergies renouvelables, si vous achetez des éoliennes, vous ne pouvez pas les revendre le lendemain. Voilà. Et donc on a ce qu'on appelle un gap de liquidité, c'est-à-dire des produits financiers qui sont très liquides du côté de l'épargnant et très illiquides du côté des investissements. S'il y a une crise, les épargnants vont vouloir ce qu'on appelait la course au dépôt quand c'était les banques, mais là, ce n'est pas les banques. Les épargnants vont vouloir récupérer une partie de leur argent, ce qu'on a vu dans les hedge funds plusieurs fois, et ces fonds d'investissement, ou ces assureurs qui sont au milieu, ne pourront pas vendre. On ne peut pas vendre un champ d'éoliennes. Et donc, on peut faire une crise qui est l'équivalent de ce qui se passait avant sur les banques. On parlait de course au dépôt, mais on a réglé le problème de la course au dépôt par toutes sortes de régulations, par l'assurance des dépôts, par des réserves de liquidité des banques. Il pourrait y avoir une course aux non-banques, et ça, c'est quelque chose qu'il faut surveiller de près. Et ça peut nous inquiéter. Et pour en savoir plus, Patrick Artus, Discipliner la finance, un ouvrage qui est très accessible, point de vue lecture. Merci beaucoup. Merci.